la suite de la matinale. Merci de nous faire confiance à Kinshasa. Il est 9h passées de 17 minutes pratiquement. 20 ans du génocide au Rwanda. Pourquoi les Congolais ont-ils payé le prix? Pourquoi une commémoration sur fond des tensions diplomatiques? Pourquoi le dirigeant rwandais semble perdre un peu son calme habituel? A-t-on déjà décelé le vrai élément causal de ce génocide? Quelles sont les perspectives pour un pays dans lequel devrait cohabiter, vivre en parfaite harmonie les Hutus, les Tutsis et les Tois? Autant de questions avec vous. Achille Kabongo, bonjour. Bonjour Fabien Lambala, merci pour l'invitation. Premièrement, on commence par cette commémoration. Ce n'est pas une célébration, à mon humble avis, parce que c'est un événement douloureux qui s'est produit il y a 20 ans. Pourquoi d'abord une tension vive? D'abord, ça a précédé, ce qui a précédé d'abord cette commémoration, c'est avec l'Afrique du Sud, qui n'est plus en odeur de sainteté avec Kigali. La tension demeure, persiste. Et puis, avant-hier, donc hier, c'était avec la France, dont Madame Taubira, la ministre de la Justice, ne va plus effectuer le déplacement de Kigali aujourd'hui. Ce sera plutôt l'ambassadeur de ce pays qui va représenter la France. Maître Kabongo, on en parle d'abord avec vous. Oui, alors j'aimerais dire, le Rwanda commémore le 20 ans de génocide, tandis que la République démocratique du Congo ne commémore pas les 20 ans de contre-génocide. J'aimerais ici montrer le rapport arithmétique des choses. Vous répondez à... Oui, je réponds d'abord à votre question. Oui, pourquoi les Congolais ont-ils payé le prix? Les Congolais ont payé le prix, nous devons le dire ouvertement. Le génocide rwandais a duré 80 jours. Il a produit à peu près 180 000 morts. Vous comprenez? 90 jours. Tandis que le contre-génocide en République démocratique du Congo a été perpétré pendant presque 20 ans. Il a produit 7 millions de morts. Il faut le commémorer aussi à la mesure, plus que même à la mesure où le Rwanda le commémore. Les autorités congolaises doivent faire aussi des monuments, allumer aussi une flamme chaque fois, pour nous rappeler aussi que nous avons perdu les nôtres. C'est la question qu'un de nôtres m'a posée tout à l'heure. Ouais, pourquoi nous, on ne peut pas faire plus que ça? On ne peut pas célébrer. On dirait qu'en République démocratique du Congo, ceux qui ont été abattus, c'est du bétail. Et ce n'est pas des hommes, non, c'est des hommes, c'est nos compatriotes. Nous devons célébrer et leur ériger même un mémorial. Alors, je vais répondre à votre question. Pourquoi sur fond des tensions? Écoutez, allons un peu... Vous n'avez pas terminé un peu la question là que vous avez privilégiée. Je vois pourquoi. Pourquoi nous, on a payé même 10 fois plus que ce que les Rwandais ont produit? C'est là le problème du contre-génocide. Nous avons payé pour rien. C'est un problème dans lequel nous ne sommes pas directement impliqués. C'est d'abord un problème rwando-rwandais entre Hutus et Tutsis du Rwanda. Nous avons peut-être payé parce que la Belgique et les États-Unis voulaient s'assurer un gouvernement rwandais et une armée rwandaise qui leur serait totalement fidèle pour contrôler le régime post-Mobutu. C'est-à-dire, après le départ de Mobutu au pouvoir, pour pouvoir mieux contrôler la République démocratique du Congo après le départ de Mobutu. C'est tout simplement cela. Alors nous sommes en train de payer... Ce n'était pas un faux calcul? C'est un faux calcul, un très mauvais calcul, un calcul démoniaque. Est-ce que c'était planifié? C'était planifié. Le contre-génocide a été planifié par la Belgique et les États-Unis. Et là, à un certain moment, la France n'était pas d'accord. Pour quel intérêt? Écoutez, tout simplement pour faire main basse sur les richesses et pouvoir contrôler, faire une autre redistribution des cartes dans le Grand Lac, en privilégiant, c'est-à-dire en s'appuyant sur la minorité Tutsi, tout simplement. Il fallait contrôler la République démocratique du Congo par devers cette minorité. N'oubliez pas que Madeleine Albright l'a dit en face du président feu Laurent Désiré Kabila. Ne touchez pas à cette minorité, ils sont comme la prunelle de nos yeux. Et Madeleine Albright l'a dit en face. Elle le traduisait. Était-elle devenue Dieu? Elle n'était pas devenue Dieu. Écoutez, elle traduisait tout simplement
c'est que la pensée de l'administration américaine. Écoutez, l'actuelle ambassadrice des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, qui a remplacé Susan Rice, a écrit un livre que l'Amérique a laissé faire, les massacres qui se sont commis dans les Grands Lacs. Est-ce que vous pouvez me permettre... Ça, ce sont vos analyses, justement, mais un point de vue peut-être qui n'est pas partagé par d'autres observateurs, mais qui est très scientifique. Vous avez souligné que la France s'était opposée à ce plan belgo-américain. Oui. Pour quelle raison la France a toujours attendez, une position assez... Et aujourd'hui, Kagame n'a pas raison de crier sur la France. Parce que les éléments d'analyse, nous avons analysé la situation à l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Regardez ce que nous trouvons. Lorsqu'il y a eu les accords d'Arusha pour partager le pouvoir entre le FPR et le gouvernement d'Abiyarimana, les accords avaient prévu ceci. Il y aurait 20 membres au gouvernement. Alors, dans les accords, 5 membres devaient revenir au gouvernement d'Abiyarimana, 5 membres devaient revenir à la rébellion du FPR et 10 membres, on avait donné 10 postes à l'opposition parce qu'il y avait 10 partis politiques d'opposition. Mais en coulisses, les services secrets belges et américains ont recruté 9 partis politiques parmi les 10 partis politiques d'opposition. Écoutez, quelles sont vos sources? Écoutez, je ne vais pas tout divulguer ici. Parmi les partis politiques d'opposition, pour le compte du FPR. Alors, après le jeu d'alliance, tout calcul fait, M. Fabien, le FPR devait contrôler 16 postes sur les 20 postes au gouvernement. Allez-y rapidement, oui. Rapidement. Ensuite, au niveau de l'armée, il a été dit que le parti d'Abiyarimana, le MNRD, devait fournir 60% des effectifs et le FPR 40%, hormis les postes de commandement. Qu'est-ce que l'on a remarqué? Les États-Unis et la Belgique se sont livrés au débauchage systématique des officiers pour le compte du FPR. Alors je me demande, lorsque Abiyarimana a signé les accords d'Arusha, en réalité, Abiyarimana venait de signer sa capitulation. Donc, ce que le dirigeant rwandais a dit aux Belges, c'est une vérité. Mais non, écoutez, ne concluez pas vite. Laissez-moi conclure. Je suis en train de faire... Non, Fabien, je suis en train de faire une analyse. Je vous pose une question. Quand Abiyarimana signe les accords d'Arusha, il venait de signer une capitulation. Alors, nous nous demandons, en train de rentrer dans son pays, pourquoi avoir abattu le Falcon d'Abiyarimana? Parce que tout compte fait, si les accords d'Arusha étaient appliqués effectivement, le FPR allait contrôler et l'armée, et le gouvernement, et le pouvoir, mais sans devoir passer même par les élections. Pourquoi avoir fermé un des axes de l'aéroport? On a fermé l'axe, un des axes de l'aéroport pour laisser seulement l'axe Masaka. L'axe où il y avait 10 degrés, atterrissage 100 degrés, l'axe 10, la piste 10, atterrissage 100 degrés, a été fermé. D'ailleurs, la veille où le Falcon a été abattu, un C-130 belge qui s'était aventuré dans les parages avait subi, a essuyé les tirs du FPR. Il ne restait que l'axe Masaka. Piste 28, atterrissage 280 degrés et l'avion a été abattu là. Et les tireurs étaient embusqués là. Qui leur avait fourni les missiles SAM-16? Alors nous disons ceci. La France peut-être n'avait pas été d'accord avec cette opération. Vous comprenez? Parce que avant même qu'on abatte l'avion d'Abiyarimana, les services secrets ont renseigné qu'il y avait 146 cellules du FPR à Kigali, avec au moins 3000 combattants actifs qui essayaient de scier le régime Abiyarimana de l'intérieur. Et lorsque le régime Abiyarimana a voulu s'en prendre à ces gens-là, on a crié à l'extrémisme Hutu. C'est-à-dire, on comprendrait que on a poussé les Hutus à réagir en abattant l'avion d'Abiyarimana. Alors, à ce niveau... Parce qu'on ne comprend pas pourquoi Abiyarimana, qui venait de signer sa capitulation et qui était dans l'avion accompagné du président burundais Sylvestre Tshibantunganya, 2 fils d'Afrique sont morts. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on le remarque? La boîte noire n'est pas retrouvée. L'enquête n'a pas été faite. Que cache-t-on? Très bien. Alors, nous sommes là au niveau de l'élément causal, justement, de ces génocides. Si nous parlons de génocide, c'est que c'est un caillou qui a fait des dégâts, et qui a amené à ce drame. Mais celui qui a jeté ce caillou, est-il identifié?
Oui. Nyamwasa, le général Kayumba, a dit qu'il était prêt, même le feu Karegeya, d'aller témoigner devant les cours et tribunaux français sur ce qui s'est passé réellement sur cette affaire, mais on voit qu'ils sont traqués. Aujourd'hui, pourquoi le mythe demeure? Le mythe demeure parce qu'il y a ceci. Nous ne comprenons pas. Après ce génocide, le Rwanda a organisé des gachacha, des tribunaux populaires. Le Rwanda a bénéficié d'un tribunal pénal international d'Arusha. Les prétendus génocidaires ont été traqués du monde entier, extradés du monde entier vers la Tanzanie au tribunal pénal international d'Arusha. Et pourquoi les juges français n'ont pas voulu, en fait, que Kayumba et le feu Karegeya soient menés en France pour témoigner? Que je vous réponde. Oui. Ils ont eu presque tout. Mais nous ne comprenons pas lorsque deux Rwandais s'élèvent pour dire, nous voulons dire la vérité dans ce phénomène. C'est Faustin Kayumba Nyamwasa et Patrick Karegeya. Là, trois fronts s'ouvrent. Lorsque le régime de Kigali se trouve isolé et que Kagame subit certaines sanctions, il se démerde pour s'en sortir. Le premier front, il l'ouvre avec le président tanzanien Jakaya Kikwete, qui lui demande de faire la réconciliation avec les FDLR. Très bien. Pas question. Jakaya Kikwete réagit en bon président. Pas le moindre sur le moindre réagit en bon président parce que vous savez que le commandant des troupes de la MONUC, ici, la force d'intervention rapide, est un Tanzanien, le général James Alozi Mwakibolo. La Tanzanie réagit avec Jakaya et chasse 25 000 Tutsis. Le deuxième front s'ouvre en Afrique du Sud. Vous comprenez? Patrick Karegeya est assassiné, étranglé dans un hôtel très luxueux à Johannesburg. Très bien, on connaît l'histoire. Vous comprenez, on connaît l'histoire. Ouais. Alors, l'Afrique du Sud réagit lorsque l'on tente d'éliminer le dernier témoin qui nous reste, Kayumba Nyamwasa. Vous comprenez? Il y a des couacs diplomatiques. Le troisième front est ouvert maintenant. Qui ont fait très mal. Qui ont fait très mal. Jusqu'à la rupture. Le troisième front est ouvert maintenant avec François Hollande. Vous comprenez? On accuse la France d'avoir participé à des massacres sur la colline de Bicécéro et avoir équipé même les partisans Hutus qui ont commis ces massacres. C'est des déclarations très graves. Je reviens à vous. Okay. Le rappel des principaux titres sur lundi matin. La corruption, la concussion, la mendicité, le trafic d'influence et l'indiscipline doivent cesser au sein de la police des circulations routières, a déclaré les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, au cours d'une parade de cette unité de la police au stade Vélodrome de Kintambo. Le général Kanyama a promis des sanctions sévères contre les policiers des circulations qui se rendraient encore coupables de ces pratiques. Le monde célèbre ce lundi 7 avril la journée mondiale de la santé, une journée qui sera consacrée au thème des maladies à transmission vectorielle, une occasion pour chaque individu dans les communautés de s'impliquer dans des activités visant à améliorer la santé publique. Vous le savez, au Rwanda, les cérémonies du 20e anniversaire du génocide s'ouvrent ce lundi à Kigali, la capitale. Le coup d'envoi sera donné par le président rwandais qui allumera la flamme de l'espérance au mémorial de Shisozi. C'est au stade Amahoro que se déroulera la suite des événements en présence d'une demi-douzaine des chefs d'État et du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. En Irak, on termine justement, plus de 10 000 candidats sont dans la course et les mêmes partis sont en lice. Il n'y a cette fois aucune liste non communautaire ou religieuse. La campagne démarre dans un contexte très tendu alors que le Premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, a déjà annoncé vouloir rester à son poste. L'actualité va revenir dans pratiquement une demi-heure. Maître Kabongo, on va vers la fin. Vers la fin, j'ai dit... Justement, oui. L'autre front diplomatique, en fait, l'autre tension diplomatique, cette fois-ci, c'est avec une autre puissance mondiale, la France. Quels sont les signes annonciateurs pour le maître de Kigali, qui perd pratiquement la maîtrise de soi, le calme qu'on lui reconnaît, brisant un mythe